D'abord, je voulais vous dire que notre ami qui vient nous faire cette conférence ce soir est conservateur général du patrimoine français. En plus d'être conservateur au Centre Pompidou, en plus d'être écrivain, en plus d'être essayiste, en plus d'être passionné par beaucoup d'artistes qu'il a défendus depuis 15 ans. Je crois qu'il a dû faire une quarantaine. Il est commissaire d'exposition, ce qui est excessivement important. C'est ça que je voudrais vous parler. Et il a fait, je crois, une quarantaine d'expositions, à peu près. 100 de plus. 100 de plus? Ah ben alors 140 expositions, voilà. Alors. Et il a des artistes fétiches. J'ai remarqué. David Hockney en est un. Bacon en est un autre. Le surréalisme, qui est un grand artiste en soi, en est un troisième, je crois savoir. Voilà. Et il se passionne, et il nous passionne parce que son travail n'est pas simplement d'exposer un artiste, mais d'avoir l'idée et de promouvoir cette idée, de la faire comprendre, de la faire passer, parce qu'il a vu quelque chose de spécial dans l'œuvre d'un artiste. Et par exemple, parlons de Bacon, puisque c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai eu la chance de visiter avec lui l'exposition Bacon. Et il s'est arrêté à un moment de la vie de Bacon, les 20 dernières années de Bacon, un moment après la grande exposition, la grande rétrospective qui a eu lieu au Grand Palais en 71, je ne dis pas de bêtises, voilà, 71, et qui était au moment où Bacon a perdu son compagnon, qui a été donc un choc dans sa vie, mais pas le choc qu'on aurait pu penser, parce que je ne vais pas vous raconter, parce qu'il vous dira ça beaucoup mieux que moi, mais finalement, le travail de Bacon a été plus adouci après la mort de son compagnon. Et c'est cette période-là que Didier Ottinger a développé. Et le rôle de commissaire d'exposition est un rôle très important, parce que c'est non seulement le choix de l'exposition, le choix des œuvres, le choix de l'accrochage, et un parti pris. Et pour moi, le commissaire d'exposition, maintenant, est devenu, à part entière, un rôle important. Et c'est comme s'il avait écrit quelque chose. C'est son histoire aussi qu'il raconte, parce qu'il a vu, à partir du moment où Bacon a perdu son compagnon, un changement dans le travail de Bacon. Et c'est ce dont il va vous parler ce soir. Et vous allez voir, vous allez être très intéressés. Je le remercie beaucoup d'être venu. Merci. Je vous remercie, comme d'habitude, d'éteindre vos portables, à la fois son et lumière, puisque le son, ça gêne beaucoup l'intervenant, mais les photos aussi gênent énormément l'intervenant, parce que nous sommes dans un petit auditorium, un petit bijou, mais petit auditorium. Donc, je vous remercie de respecter cette demande. Voilà. Et très bonne soirée. À l'issue de la conférence, vous pourrez poser toutes sortes de questions et rencontrer Didier autour d'un verre et d'un cocktail. Voilà, bonne soirée. Merci d'abord à tous ceux et celles et ceux qui ont eu l'idée d'organiser cette rencontre ce soir. Ça m'a permis de revenir dans une ville que je n'avais pas vue depuis, je me rappelais récemment, 20 ans, ce qui fait quand même une petite période. Et je constate que beaucoup de choses ont changé dans cette ville, avantageusement, et en particulier un musée comme celui-là. J'imagine qu'il y a 20 ans, on ne pouvait même pas penser, à l'époque, évidemment, qu'un musée de cette finesse, de cette élégance exista un jour dans cette ville que j'ai connue il y a 20 ans, donc, où il n'était pas question de musée à l'époque, évidemment. Alors, je vais vous parler ce soir de Francis Bacon. L'exposition se déroule au Centre Pompidou encore pendant quelques semaines. J'ai fait une erreur ici, elle ne dure pas jusqu'au 30 janvier, donc n'envisagez surtout pas de venir la voir le 27 ou le 28 janvier, parce qu'elle sera démontée, parce qu'elle part aux États-Unis, elle sera présentée après Paris à Houston, au Texas, donc. Et l'exposition dure en fait jusqu'au 20 janvier. Alors, rapidement, quelques informations sur Bacon avant d'entrer dans le vif du sujet lui-même, c'est-à-dire de l'exposition. Bacon est un artiste anglais qui naît en 1909 en Irlande. Son père est un capitaine de l'armée anglaise à la retraite qui décide de devenir éleveur de chevaux de course. Et Bacon va grandir dans cette ambiance à la fois irlandaise. C'est pas indifférent. Et c'est vrai que les Irlandais le revendiqueront
légitimement comme un artiste pratiquement irlandais. Et c'est vrai que tout ce dont on va parler ce soir, c'est-à-dire sa fascination pour la littérature et une certaine littérature, le rattache évidemment à cette culture irlandaise qui est très marquée par l'empreinte de très très grands écrivains et poètes depuis pratiquement toujours. Bacon, jusqu'en 1927-28, est un artiste qui se destine à une carrière de décorateur. Il ouvre même une boutique à Londres où il produit un certain nombre d'objets qu'on va voir. Et tout ça va avoir effectivement une sorte de résonance, y compris dans l'œuvre tardive qu'on va considérer et qui fait l'objet de l'exposition du Centre Pompidou. Cette œuvre de Picasso est là pour marquer le point à partir duquel Bacon décide de devenir un peintre. Il était donc décorateur, il se rend à Paris en 1927-28, et là, il a le choc de la découverte d'une exposition de dessins de Pablo Picasso, effectivement des dessins de l'époque, et parmi ces dessins, il va découvrir en particulier les fameux tableaux que réalise Picasso autour de 28-29 et qu'on a généralement classés sous la rubrique de la période de Dinard. La période de Dinard est un moment qui est marqué d'abord par une situation biographique très particulière chez Picasso. Les tableaux qu'il produit dans cette période vont être très fascinants à divers titres pour Francis Bacon. Vous voyez typiquement les tableaux de la période de Dinard sont des tableaux qui, sur un fond, un arrière-plan de plage, présentent des personnages qui sont des sortes de créatures un peu monstrueuses, qui généralement tournent les clés dans une serrure. Ceci est très précisément documenté en ce qui concerne Pablo Picasso. C'est le moment où il est en vacances à Dinard avec son épouse Olga et ses enfants, et il reçoit à Dinard ou fait venir sa jeune maîtresse de l'époque qui est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse a 16-17 ans à l'époque. Elle vient avec ses parents en vacances et Picasso la retrouve dans ses cabines de plage. D'où le sujet que vous voyez ici. Pendant son séjour à Paris, Bacon va se dire extrêmement marqué. Il va séjourner pendant plusieurs mois dans la proche banlieue de Paris, à Chantilly, où il sera marqué, évidemment découvrant dans les collections du musée Condé de Chantilly ce tableau de Nicolas Poussin, qui le marquera, vous allez voir, on comprend très bien, par la violence de son sujet, par la déformation des figures sous l'effet de l'intensité des émotions qui les transforment. Pendant son séjour à Paris, il découvre également deux artistes. Et là, Bacon nous dit, ce sont ceux à partir duquel sa sensibilité, d'une façon générale, va être bouleversée. C'est d'abord Luis Buñuel. Il assiste à une des premières présentations à Paris du Chien andalou, ce premier film surréaliste authentiquement, qui est présenté donc en 1929. Et le second film qu'il voit est le cuirassé Potemkin, dont il assiste à une projection également autour de 1929. Deux personnages qui vont beaucoup l'intéresser et auxquels Bacon va rattacher pratiquement toute sa peinture. Et c'est intéressant aussi pour nous parce que ça nous permet de mesurer à quel point Bacon est un artiste, comme on dirait, contemporain. Le terme est complexe à manier, mais retenons la définition littérale. C'est un artiste qui résonne encore aujourd'hui, on le voit bien dans l'exposition du Centre Pompidou, et ça tient en grande partie, cette actualité de Francis Bacon, aux sources qui sont les siennes du côté de l'image moderne, c'est-à-dire de la photographie et du cinéma. Voilà ce qu'était la production de Francis Bacon avant cette révélation que lui vaut la découverte d'une exposition de Picasso. Il produit des meubles qui lui donnent immédiatement une certaine notoriété dans le milieu de la décoration à Londres. Ce sont des meubles qui adaptent, vous le voyez, un certain nombre de formes et de techniques qui sont celles de la modernité parisienne de l'époque, par exemple des meubles de Helen Gray en particulier, qu'il avait vus. Voilà également des objets décoratifs conçus par Bacon, des tapisseries sur le mur, un paravent. Et vous le voyez, on est là dans un vocabulaire qui est celui, disons, aux enfants, d'une certaine modernité issue du cubisme à Paris, tournant vers les arts décoratifs. Pendant la période qui suit immédiatement la découverte par Picasso des dessins de Picasso lui-même, par Bacon, pardon, il y a ce que certains historiens attentifs à l'œuvre de Bacon ont qualifié de période Picasso. Et effectivement, Bacon, pendant, disons, 1929, découverte de Picasso, jusqu'au milieu des années 30, va peindre des tableaux comme celui que vous voyez ici,
ou ceux que vous voyez ici. Ces tableaux, on ne les connaît pratiquement pas. On les connaît uniquement à travers ces tableaux-là, qui sont les tableaux réalisés par quelqu'un qui partage l'atelier de Francis Bacon au début des années 30, qui est un artiste d'origine australienne, Roy de Maistre, qui va représenter le studio de Bacon. Et c'est grâce à ces représentations, à ces peintures donc, de Roy de Maistre, que l'on voit à quoi ressemblaient les tableaux de Bacon, produit sous le choc de sa découverte de Picasso. Et on voit bien effectivement des créatures monstrueuses qui ressemblent d'assez près à celles que peignait Picasso à Dinard. Et puis, une des rares œuvres qui survit de la période des années 30 de Francis Bacon, une crucifixion en 1933. La première œuvre véritablement qui va consacrer Francis Bacon comme une figure majeure de l'art anglais émergent, c'est ce triptyque qu'il présente en 1945, qui est une des études de figure au pied d'une crucifixion. Tableau qui est absolument intense, il est conservé à la Tate moderne, donc vous pouvez le voir à Londres. C'est un tableau qui représente 3 figures qui sortent de la tragédie d'Eschyle, on y reviendra. Des tableaux qui, à l'époque, ne sont absolument pas compris. On a l'impression, et la critique en rend compte, que Bacon est une sorte d'artiste martien qui peint des sujets que personne ne comprend. Il faudra des années pour mesurer à quel point ces 3 figures ont une résonance très très précise dans l'époque à laquelle Bacon les peint, c'est-à-dire la fin des années 40, enfin le milieu des années 40. On est encore en pleine période de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, je traverse très vite l'œuvre de Bacon pour vous la situer. Dans les années 50, Bacon se rend à plusieurs reprises en Afrique du Sud. Sa famille, ses frères et sœurs et même sa mère vivent en Rhodésie. Ils sont des agents du colonialisme anglais. Ça aura une résonance dans l'œuvre de Bacon un peu plus tard. Et là, il peint un certain nombre de sujets animaliers, des hippopotames, des éléphants. Et ça, c'est au début des années 50. Une des séries qui va le rendre également très célèbre rapidement, c'est la série des papes qu'il réalise d'après le célèbre tableau de Velázquez, qui est le portrait du pape Innocent X, qui va donner lieu à toute une série de variations de la part de Francis Bacon. Des tableaux qui, et c'est intéressant de le noter, seront rejetés par Francis Bacon après 1971, au moment où il aura accompli une certaine mue dont on va parler. Alors parmi les sources, évidemment, il y a également Van Gogh. Van Gogh qui va être à l'origine d'une série de tableaux de Francis Bacon. C'est intéressant, il s'inspire d'un seul tableau de Van Gogh, qui est un portrait de Van Gogh sur la route de Tarascon. Et le tableau a la particularité d'avoir été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant les bombardements à Dresde. C'est un tableau qui était conservé dans une collection particulière à Dresde, en Allemagne. Je pense que ça n'est pas indifférent non plus dans le choix que fait Bacon d'un tableau qui est associé à un des plus grands drames de l'époque de l'histoire moderne. Alors on en vient à la grande exposition qui avait été organisée en 1996 au Centre Pompidou. À l'époque, le conservateur, commissaire de l'exposition était David Sylvester, qui est le personnage, l'historien d'art avec lequel Bacon a de longs entretiens, qui font l'objet des publications que vous connaissez sans doute. Un des plus importants textes d'entretien d'un artiste moderne, c'est ses correspondances, ses échanges avec David Sylvester. David Sylvester, cependant, est un historien qui participait des valeurs de son époque et qui, dès lors, a longtemps considéré, et l'a manifesté dans ses catalogues et ses expositions, considéré que l'œuvre de Bacon était bien plus importante dans la première période de sa production que dans la période tardive. Voilà quelques images de ce qu'était l'exposition Bacon au Centre Pompidou en 1996, pour mémoire. Et puis voilà celle qui maintenant est présentée au Centre Pompidou, qui est une exposition, vous le voyez, qui est construite suivant un schéma extrêmement, géométrique, minimaliste, modulaire, qui est une exposition qui confronte 6 fois, vous le voyez, des espaces qui sont des espaces vides ou presque, et des œuvres de Francis Bacon. On va y venir. Je retiens pour l'exposition du Centre Pompidou une date charnière, on en a parlé, qui est celle de l'organisation par l'État français d'une rétrospective consacrée à Francis Bacon au Grand Palais en 1971.
C'est une exposition tout à fait exceptionnelle, comme l'étaient les expositions du Grand Palais organisées à cette époque-là. L'exposition qui précède celle de Bacon et qui est restée dans les mémoires, c'est celle que l'État français avait organisée pour le 85e anniversaire de Pablo Picasso en 1965. C'était des commémorations tout à fait officielles. Le jour du vernissage, il y a par exemple, on a des photos de Francis Bacon, des gardes républicains en grande tenue. C'est une exposition qui a mobilisé de grands efforts en termes de rassemblement d'œuvres du monde entier. Voilà Bacon en 71, l'année de sa rétrospective. Et le deuxième événement donc, qui marque la rupture que va connaître, me semble-t-il, l'œuvre de Bacon autour de cette année pivot de 71, c'est le décès de son compagnon George Dyer. George Dyer est un personnage singulier, vous le voyez représenté à droite, et c'est un personnage que rencontre Bacon, dit la légende, lorsque ce George Dyer cambriole l'atelier de Francis Bacon en 1963. Bacon le découvrirait au milieu de la nuit, alerté par le bruit de ce personnage qui est en train de cambrioler son atelier. Et là aussi, la légende le dit. Vous trouverez ça dans un certain nombre de biographies de Francis Bacon. Francis Bacon, en même temps, cette légende est plausible quand on reconstitue la personnalité de Bacon. Bacon découvre ce personnage et le met face à une alternative en lui disant « Bon, c'est simple, soit c'est mon lit, soit c'est la prison. » Il se trouve que c'était possible pour ce garçon, et ils deviennent, pendant 10 ans, des amants, et Francis Bacon va développer avec lui une relation, comme il l'a développé pendant ces années 60 et 70, assez tumultueuse, assez passionnée, jusqu'au moment où ce garçon va donc se suicider dans l'hôtel qu'il partage avec Francis Bacon, qui l'accompagne à Paris pour sa rétrospective, et Francis Bacon le retrouve le matin mort dans la chambre d'hôtel. Intéressant de noter que ça apparaît déjà dans le panneau de droite. Lorsque Francis Bacon représente George Dyer, il se souvient d'un tableau qui est pour lui sans doute un des tableaux les plus importants de l'histoire de la peinture, qui, en termes de charge érotique, un des tableaux qui exprime au plus haut niveau ce que peut être l'attraction d'un peintre pour son modèle, de façon très sensuelle, voire sexuelle, c'est le portrait de Vénus réalisé par Velázquez et qui est conservé à la National Gallery de Londres. Ce tableau a la particularité de montrer Vénus de dos et le visage de Vénus est renvoyé par un petit miroir qu'elle tient et qui fait face au spectateur. Et on verra que Francis Bacon, presque systématiquement, utilise ce procédé, ce dispositif, pour représenter George Dyer. Autre petite réminiscence dans ce tableau, dans le panneau central, vous le voyez, ici un personnage qui tourne une clé dans une porte. Évidemment, le souvenir direct des personnages de Picasso que l'on a vus sur la plage et qui, évidemment, connote la figure de George Dyer et l'associe à cet érotisme auquel Picasso avait lui-même associé cette figure tournant une clé dans une serrure. Voilà ce George Dyer, personnage dont Bacon va réaliser des dizaines et des dizaines de portraits, le représentant à partir de photographies comme il le faisait toujours. Lorsque Bacon voulait représenter, même y compris un de ses proches, il demandait à un photographe, généralement Deakin, qui était un photographe qu'il connaissait, de portraiturer ces sujets, et Bacon s'emparait des photographies et réalisait ces tableaux. Alors, on retrouve ici, voilà une autre figure de Picasso de cette période. On en retrouve encore ici, et il y en a un certain nombre. Ici, un autre triptyque donc de ce moment de la mort de George Dyer. Il y a 3 triptyques qui ouvrent l'exposition au Centre Pompidou, que la critique anglaise a baptisé des triptyques noirs, qui sont noirs de par leur inspiration, mais aussi par l'omniprésence dans ces tableaux de l'ombre, l'ombre qui peut être le sujet central de ces tableaux, où l'on voit les figures, généralement la figure de George Dyer, qui est absorbé par les ténèbres, littéralement, comme mangé par cette obscurité. Le 3e triptyque, inspiré par la mort de Dyer, il est un peu trop rouge ici, c'est un triptyque qui est conservé à la Tate, et on voit dans le panneau de gauche George Dyer qui est comme mangé, vous le voyez, par ces ténèbres. En 1971, Francis Bacon donc réalise cette exposition au Grand Palais,
Et l'exposition est tellement importante pour lui qu'il veut absolument rassembler tous les tableaux qui lui semblent les plus importants, ceux qu'il a peints depuis les années 30. Et parmi ceux-là, il y en a 2 qui lui sont refusés en prêt. Un pape de 1962, Bacon décide d'en faire une réplique. Et puis, voilà le pape original, et voilà celui que refait Francis Bacon. Et puis un autre tableau, qui est celui-ci, qui reproduit un tableau qui est un des premiers tableaux de Francis Bacon à entrer dans une collection publique. C'est le Painting 1946, qui est acquis par le MoMA de New York en 1948, et qui est un tableau que le MoMA refuse comme prêt au Grand Palais en 1971. Donc Bacon décide d'en faire une nouvelle copie, et vous mesurez absolument quel est l'écart technique entre les 2 tableaux, comment la première version est une version extrêmement lourde, chargée, avec un chromatisme extrêmement complexe, un dessin qu'on pourrait presque qualifier de confus, alors que la version de 71 annonce tout ce que va être le style tardif de Francis Bacon, une couleur intensifiée, des formes simplifiées et une virtuosité dans le dessin qui va caractériser tous ces tableaux peints après 71. Même exercice pour Francis Bacon, qui va des années plus tard reproduire exactement en 1988 ce fameux triptyque qui est à l'origine de sa reconnaissance publique à Londres en 1945, les 3 figures au pied d'une crucifixion, qui vont devenir cet immense tableau qui est celui que vous voyez ici. Et là aussi, caractéristiques techniques tout à fait lisibles en termes d'évolution, simplification, intensification, et puis traitement beaucoup plus monumental de la figure. Je ne vais pas aller trop dans ce chapitre-là parce que ça va nous mener un peu loin. Je ne voudrais pas trop déborder sur le temps qui m'a été proposé, qui est à peu près de 3/4 d'heure. J'espère tenir dans ce laps de temps, parce que ça nous permettra, si vous le souhaitez, d'échanger, si vous avez des questions. Pour en venir au cœur du sujet lui-même, c'est-à-dire de la façon dont l'exposition est construite au Centre Pompidou, c'est une exposition qui, vous l'avez vu, par les boîtes vides, ou presque vides, qui sont confrontés au tableau de Bacon, se propose de mettre en relation les intérêts littéraires de Bacon avec ces tableaux. Les boîtes que vous avez vues dans le plan de l'exposition du Centre Pompidou sont des boîtes qui, en fait, renferment un objet qui est un ouvrage prélevé dans la bibliothèque de Francis Bacon. On a la chance de connaître parfaitement l'ensemble des ouvrages de la bibliothèque de Francis Bacon. C'est une bibliothèque qui est conservée en Irlande, à Dublin précisément. Et dans ces 1000 titres que renferme cette bibliothèque, j'en ai prélevé 6. Je vous expliquerai pourquoi, qui me semblent être non seulement les ouvrages qui ont déterminé la création d'un certain nombre de tableaux de Francis Bacon directement, mais également des auteurs qui forment une véritable famille spirituelle qui permet peut-être d'éclairer les intentions poétiques de Francis Bacon. Alors le premier, alors oui, dans ces salles, j'ai demandé à 6 acteurs de lire une page de ces livres. C'est pour ça que vous verrez des photographies en regard de ces ouvrages. Le premier, l'auteur le plus important, incontestablement pour Francis Bacon, c'est Échille. Échille est un tragédien grec de la première génération des tragédiens grecs, et c'est en particulier l'Orestie qui va fasciner Francis Bacon. Il découvre cet ouvrage, dans un premier temps, sous la forme d'une pièce. C'est le poète anglo-américain ou américain-anglais T.S. Eliot, qui en 1939 adapte la tragédie d'Échille pour la placer dans l'Angleterre contemporaine. Le récit d'Échille, pour le résumer scandaleusement, c'est le récit de la vengeance et du crime. Le récit d'Échille, c'est celui de la traque par des créatures qui sont les Euménides, avant ça les Érénies, qui sont des créatures qui poursuivent les criminels. Si Oreste est poursuivi par ces créatures, c'est parce qu'il a tué sa mère. Pourquoi a-t-il tué sa mère? Parce que sa mère a tué son père. Et pourquoi a-t-elle tué son père? Parce que le père a tué la fille. Donc c'est une histoire pleine de sang et de drame, et ça fascine évidemment Francis Bacon. Francis Bacon s'intéresse à la tragédie grecque parce que c'est aussi un moment philosophique particulier. C'est le moment d'une certaine conscience de la fragilité humaine.
C'est aussi un moment philosophique qui est celui des penseurs présocratiques, Héraclite, Anaxagore, des philosophes qui pensent le monde en termes d'opposition de principes, qui voient le monde comme un véritable champ de force et également de conflit. Et toutes ces idées-là sont précisément les idées qui habitent l'univers poétique de Francis Bacon. Francis Bacon, après avoir vu la pièce de T.S. Eliot, en 1942, on le sait, lit l'ouvrage d'un érudit irlandais qui publie un ouvrage sur Échille, qui va être un ouvrage de chevet de Francis Bacon. Alors, les Érénies, les voilà, représentés de façon littérale, là, au XVIIIe siècle. Vous voyez ce pauvre Oreste qui est poursuivi par ces créatures qui, généralement, s'abreuvent du sang des criminels. Et voilà, en 1974, la première apparition de ces créatures que vous voyez dans la partie droite supérieure du tableau, ces créatures qui sont les Érénies. Ce tableau, entre parenthèses, est aussi important pour Francis Bacon. Il le peint, vous le voyez, en 1974, et lorsqu'il le livre à la galerie Marlborough, qui est sa galerie jusqu'à la fin de sa vie, Bacon accompagne cette livraison d'une petite note où il explique à la galerie que c'est le premier tableau qui le satisfait parfaitement. Jusque-là, il considère qu'il a plus ou moins raté son œuvre. Avec ce tableau, se passe quelque chose de particulier et on comprend, en le regardant, pourquoi il ouvre un nouveau chapitre de l'œuvre de Bacon. C'est un tableau qui est frappant et peut-être même excessivement par l'obsession de précision et de rigueur que Bacon réalise dans sa composition. Vous voyez, il y a des formes géométriques qui s'imbriquent les unes dans les autres. Il y a une sorte de tracé des formes géométriques presque à la règle. Il y a là un souci de précision qui annonce effectivement ce que va être l'œuvre de Bacon tardif. Le tableau inspiré directement par l'Orestie d'Échille, le voilà. C'est un tableau que réalise Bacon en 1981 et qu'il titre lui-même « Triptyque inspiré par l'Orestie d'Échille ». On voit aussi comment Bacon traduit ses influences littéraires, non pas littéralement, comme vous l'avez vu faire par un artiste du XVIIIe siècle ou du XVIIe, mais en juxtaposant des impressions, des images que lui inspirent ses lectures. Dans les panneaux de droite et de gauche, vous retrouvez ces fameuses créatures, ces Érénies. On appelle aussi à Rome les Furies. Elles deviendront les Euménides dans le texte d'Échille. Vous le voyez, ce sont des créatures assez peu amicales. Généralement, elles sont associées au sang. C'est elle qu'on avait déjà vu apparaître en 1944 dans le tout premier triptyque, et au centre une figure qui est interprétée comme étant une représentation possible d'Agamemnon, celui qui est au cœur du récit d'Échille. Les Euménides, vous en avez un certain nombre dans la peinture de Bacon, 85, 75, on la voit dans le premier plan du tableau. Cette lecture d'Échille est résumée par Francis Bacon lorsqu'on lui dit « mais au fond, que retenez-vous des lectures d'Échille ?» Et là, il répond par un seul mot, le sang. Effectivement, il peindra un certain nombre de tableaux comme celui-là, dont le sujet véritable est ce sang, symbole de cette violence, de ces crimes qu'il a découverts dans les écrits d'Échille. Un autre tableau de 84 dont le sujet est le même, puisque le sujet de ce tableau, c'est précisément les flaques de sang que l'on trouve sur le trottoir de ce tableau, qui renvoie d'ailleurs à des événements qui ont pu frapper Francis Bacon de son vivant. Flaques de sang ici, qu'il a sans doute découvert à travers la presse qu'il suivait attentivement. Et ces images-là, évidemment, il les retenait, il les découpait, et elles constituaient l'humus de son atelier à Londres. Ici, c'est une scène de crime du Premier ministre suédois qui avait été assassiné en 86. On retrouve ici une autre peinture dont le sujet est exactement le même. Second auteur capital pour Francis Bacon, Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand, celui qui écrit évidemment un ouvrage qui ne pouvait qu'intéresser Francis Bacon, La naissance de la tragédie. Bacon s'intéresse d'abord à la tragédie, et puis évidemment, il se passionne pour l'ouvrage d'un des plus brillants commentateurs de cette tragédie, à savoir Friedrich Nietzsche. Nietzsche intéresse aussi Bacon parce qu'il développe dans son essai sur la tragédie grecque un principe qui est un principe de compréhension de ce que sont les ressorts poétiques de cette tragédie grecque. Friedrich Nietzsche nous dit « Ce génie grec de la tragédie naît de la complémentarité, plus que de l'opposition, de deux principes qui sont ceux inspirés par Apollon et par Dionysos. »
Apollon, alors Dionysos, on commence par lui puisqu'on le voit, est un personnage, vous le voyez, qui est là avec sa nourrice, si on veut, qui est Silène, qui est une créature de l'environnement de Pan, qui est une créature qui est associée généralement à la culture de la vigne, qui est un personnage qui est toujours accompagné de Ménades en état de transe. C'est quelqu'un qui a le goût des états de démesure, de dépassement de soi. Et le voilà ici, Silène, qui est ce précepteur donc de Bacchus. Et voilà Bacchus, qui est lui, ici représenté par Velázquez, qui est connu dans la mythologie grecque pour être le dieu, le demi-dieu précisément, qui est celui qui inspire la culture de la vigne. Il est toujours associé aux libations, aux consommations de vin. Vous le retrouvez ici avec des vendangeurs. Il est accompagné généralement par des Ménades dans ces processions rituelles grecques, Dionysos, des Ménades qui sont sous l'emprise, elles aussi, peut-être de stupéfiants, de l'alcool, qui sont en proie à des états de vertige, généralement impudiques également. Et puis l'autre principe complémentaire de celui de Dionysos, c'est Apollon. Et lui, il incarne un univers tout à fait opposé. Lui, c'est celui qui, chaque matin, guide le char du soleil, vous le savez, dans la mythologie grecque. C'est le dieu de la forme parfaite, c'est le dieu de la lumière, c'est le dieu de la mesure, de la raison. C'est lui qui va être celui qui va inspirer le mouvement grec allant vers son classicisme. On le voit ici dans une représentation de Redon. Cette tragédie grecque va inspirer, ou sa fascination va inspirer à Bacon un certain nombre de sujets directement tragiques et mythologiques. Ici, vous le voyez réinterprétant un tableau de Jean-Dominique Ingres, Oedipe et le Sphinx, un grand sujet mythologique. Si ce n'est que Bacon, vous le voyez, ajoute au centre une furie, une fois de plus. Voilà le tableau source de Ingres. C'est intéressant de constater qu'avant la période de 71, il y a deux artistes auxquels se réfère explicitement Francis Bacon. Le premier, vous l'avez vu, c'est Picasso. Le deuxième, c'est Velázquez. Et on pourrait rajouter un troisième, vous l'avez vu aussi, c'est Van Gogh. Et après 71, il se réfère explicitement à deux artistes seulement, Ingres, et le second, de façon inattendue, Marcel Duchamp. C'est intéressant de le voir s'intéresser à Ingres parce que Ingres, a priori, est tout à fait à l'opposé de ce qui passe pour être les caractéristiques de l'œuvre de Bacon. Bacon, dans le sens commun, pas tout à fait à tort, passe pour être un artiste expressionniste. Un artiste, vous voyez, du débordement, de l'expression violente, etc. Or, Ingres est un artiste, lui, qui incarne des principes qui sont tout à fait à l'opposé de ces épanchements expressionnistes. C'est l'artiste, lui, de la mesure, du dessin. Vous connaissez la célèbre phrase répétée à l'envi à propos de Ingres, le dessin est la probité de l'art. C'est quelqu'un qui est un véritable maniaque de la précision. Et le fait que Bacon s'intéresse à lui après 71 est tout à fait symptomatique de ce mouvement de son œuvre vers de plus en plus de précision. Une photo intéressante en 1971 lors du vernissage du Grand Palais, parce qu'elle montre Bacon au milieu de deux personnages qui ont été pour lui évidemment des personnages très très importants, un côté Miro et de l'autre côté Masson. André Masson nous intéresse parce que Masson est sans doute, lui, alors un peintre qui s'est placé sous l'égide de Dionysos. Dans le texte de la naissance de la tragédie, Nietzsche explique également quels sont les domaines d'expression privilégiés et de Dionysos et d'Apollon. Et il nous explique que Dionysos, effectivement, artiste ou poète ou figure de la démesure, est attaché à des formes qui sont sans définition et sans contour. Ce n'est pas un hasard si Dionysos est associé à la musique. La musique n'a pas de forme. Elle est dans un déploiement dans le temps. Il est impossible de la cerner par définition. Par contre, Nietzsche nous dit, Apollon, lui, a comme domaine de prédilection la peinture et la sculpture, puisqu'évidemment, ce sont des arts de la forme et des arts de la forme qui apparaît dans toute sa netteté, sa précision, ses contours. Or, Bacon,
mais avant lui, André Masson, ont eu à cœur de relever le défi nietzschéen qui serait celui de peindre en étant inspiré par Dionysos. Et qu'est-ce que ça peut donner? Ça donne forcément un registre formel qui est celui du mouvement ou, comme le dit ici André Masson, de la métamorphose. Et effectivement, André Masson est un peintre surréaliste, donc de la toute première génération du surréalisme, qui a peint un nombre considérable d'œuvres où il fait référence à cette thématique de la métamorphose. À d'autres moments, pendant son exil américain, il se passionne pour les germinations. C'est le peintre précisément de ce devenir dionysien, si on veut. Voilà une autre métamorphose d'André Masson. Et Francis Bacon, dans les tableaux qu'il peint dans les années 80, semble lui aussi vouloir répondre à ce défi nietzschéen de produire une peinture dionysiaque. Et ça donne des formes comme celle-là, qui sont celles ici représentées d'une dune ou d'une dune qui est en train de se métamorphoser en un nuage de vapeur. En voilà une autre représentation, vous voyez, on ne sait pas si c'est du sable ou un nuage. Et puis, de façon encore plus voyante, un tableau que Bacon considérait comme son tableau le plus abouti jamais peint. Il le dit explicitement à David Sylvester dans son atelier en 1985, c'est de l'eau qui s'écoule d'un robinet. Et là, on peut difficilement imaginer un sujet plus improbable que de l'eau. L'eau, par définition, est l'objet qui n'a pas de forme. Et c'est précisément ce qui intéresse Francis Bacon dans cette représentation. Évidemment, un dionysisme qui est tout à fait compensé, vous le voyez, par un parti pris géométrique, qui ferait peut-être là de Bacon le peintre parfait de la synthèse entre Apollon et Dionysos, au sens où Nietzsche formulait cette complémentarité des deux inspirations. Encore un autre sujet de Francis Bacon, et vous le voyez, il y a de nombreux tableaux dans la période qui va de 71 à 92, date de la mort de Francis Bacon, qui sont des tableaux qui ne représentent aucune figure. Or, l'idée assez restrictive que l'on a de Francis Bacon ferait de lui un peintre de la figure. Et là, on voit que non, il peint 12 paysages, il peint un nombre de sujets comme ceux-là de façon récurrente. Encore une fois, cette peinture informe. Ici, la tragédie de l'histoire, représentée par Francis Bacon. Si vous avez vu le tableau au Centre Pompidou, il n'est pas du tout dans cette espèce de verre de bocal. Il est extrêmement élégant dans des gris et autres. Francis Bacon, sous l'inspiration et aussi à la fois d'Eschyle, mais également de Friedrich Nietzsche, a voulu peindre la tragédie qui est celle de l'histoire. Et il a réaliser ce tableau qui, dans son esprit, représente l'histoire de l'Europe au XXe siècle. Et pour ce faire, il s'est emparé et a transformé 2 photographies qui sont parmi les milliers de photographies qui jonchent le sol de son atelier, et il a pris à gauche un détail d'une photographie de 1919 qui montre le président américain Woodrow Wilson qui sortait, on le sait par les journaux d'où est extrait cette photographie, qui sortait du Quai d'Orsay où il venait de parapher le traité de Versailles. Donc un moment qui marque effectivement la fin de la Première Guerre mondiale et qui, on le sait, on le saura par la suite, annonce effectivement la Deuxième Guerre, compte tenu de ce qu'était la rigueur du traité de Versailles. Et puis à droite, un autre détail puisé dans une photo documentaire, c'est une photo de la scène de crime de Léon Trotsky. Vous savez que Léon Trotsky, après une errance longue qu'il a menée en France pendant un certain moment, le conduit à Mexico, où il est accueilli par Diego Rivera, et il est poursuivi par les sbires de Staline, qui finalement vont réussir à l'assassiner en 1940, à coups de pioche d'ailleurs, sordidement. Et la photographie de droite, enfin l'image de droite est un détail de cette scène de crime de Trotsky. Ce que nous dit au fond Francis Bacon avec ce tableau, c'est que le XXe siècle européen se réduit au fond aux guerres qui sont illustrées par le tableau, par le panneau de gauche, et aux idéologies qui sont un autre facteur, un autre agent de mouvement, de bouleversement et de conflit au XXe siècle. Voilà le détail de la photo source de Francis Bacon. Donc vous voyez comment il transforme et comment il travaille. Et voilà la photographie de la scène de crime de Léon Trotsky, avec le détail à gauche pris et interprété par Bacon. Un autre auteur capital pour Francis Bacon, cette fois c'est un poète, T.S. Eliot, qui essentiellement connu
pour un poème qui est un des plus grands poèmes de la poésie anglo-saxonne du XXe siècle, The Wasteland, la terre dévastée, qui est un poème, alors voilà, ici, par T.S. Eliot, la traduction moderne de la tragédie d'Eschyle par T.S. Eliot, la pièce qu'a vue à plusieurs reprises Francis Bacon en 1939, ce qui permet aussi de faire des liens. Et vous comprenez pourquoi il s'intéresse tellement à Eliot, parce qu'Eliot lui-même s'intéresse à Eschyle, de même qu'il s'intéressait à Nietzsche, parce qu'il s'intéressait aussi aux tragiques grecs. Tout ça constitue une famille, véritablement. Ici, vous avez un triptyque inspiré par un poème d'Eliot. C'est aussi le titre que lui donne Francis Bacon. Le poème en question est Sweeney Agoniste, un des nombreux poèmes de T.S. Eliot, qui est ici peut-être assez littéralement illustré par des figures à gauche, qui sont dans le poème de T.S. Eliot, les figures de deux prostituées qui vont être assassinées. Encore une histoire sordide de sang et de drame. On sait, par exemple, dans le poème d'Eliot, que ces deux personnages se voient annoncer leur destin criminel par celui qui leur téléphone, c'est ce qu'on voit peut-être à droite, et au centre peut-être une évocation de cette scène de crime décrite par Eliot. Le Wasteland, cette terre dévastée, va inspirer un certain nombre de tableaux à Francis Bacon. Parmi les 12 paysages qu'il peint, on peut dire qu'ils sont tous plus ou moins issus de ces lectures du Wasteland. En voilà un certain nombre d'exemples. Je mesure à quel point les couleurs de Bacon sont faussées, mais parce qu'elles sont véritablement très très difficiles à reproduire. On a vu ça au moment de la réalisation du catalogue, mais si vous avez vu l'exposition, ici un tableau qui est peut-être qui a été compris comme étant une traduction d'un des vers les plus célèbres de T.S. Eliot, vers dans lequel Eliot dit qu'au fond, l'existence humaine se réduit à tourner la clé de sa propre cellule, de sa propre prison. Bien sûr, ça peut être ça, mais vous l'avez vu, c'est aussi, bien sûr, une réminiscence de cet impact qu'a eu sur lui les figures de Picasso, de Dinard. Un autre tableau inspiré par T.S. Eliot, alors là, c'est un tableau, on en connaît la source, inspiré par un poème de 1920 qui s'intitulait Sweeney Erect et qui est aussi une histoire de crime, encore une histoire de violence. C'est un tableau qui est inspiré à Eliot, d'abord dans son poème de 1920, par un personnage qui est un personnage très important dans la culture populaire anglaise, qui a fait l'objet d'un certain nombre de comédies musicales, de romans, qui est un personnage qui s'appelle Sweeney Todd, et qui est un personnage qui a une existence peut-être fictive, qui au XVIIIe siècle était connu pour être un barbier qui trucidait ses clients. L'histoire de Sweeney Todd, si on la regarde, si on en recherche même l'origine, on voit qu'elle a une origine française et qu'il existe au XIVe siècle quelqu'un dont s'est inspiré l'inventeur du personnage de Sweeney Todd en Angleterre. C'est cette fois une paire d'amis qui vivaient au XIVe siècle à Paris sur l'île de la Cité, qui ont été brûlés en place publique, donc au XIVe siècle, l'un parce qu'il était barbier et trucidait ses clients, dont il livrait les cadavres à son voisin qui était un pâtissier, qui avait fait sa réputation par la qualité de ses pâtés. Donc vous imaginez le truc. Tout ça constitue évidemment toute une histoire qui fascine Eliot d'abord et évidemment dont l'écho parvient jusqu'à Francis Bacon. Et vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui a le goût de ces sujets depuis l'origine de sa peinture. Quand il s'intéresse à Eliot, T.S. Eliot, il s'y intéresse également pour la forme même de sa poésie. Eliot est un poète qu'on pourrait dire expérimental. Le Wasteland, par exemple, son plus célèbre poème, comporte 7 langues différentes au moins. Et le poème, on en voit ici un manuscrit, est un poème qui mêle des strophes qui sont en latin, qui sont en allemand, qui sont jusqu'en indien. Voilà le manuscrit, une version du texte de T.S. Eliot. Et ce principe d'une poésie, de la juxtaposition, du collage, si on veut, du kaléidoscope, est un principe aussi
structurelle, visuelle, qui caractérise l'ensemble des tableaux de Bacon, me semble-t-il. Regardez, tous ces tableaux ressemblent d'une certaine façon à des collages. Il va chercher des éléments dans des registres très différents. Voilà un exemple, par exemple, de ce que peut être cette construction d'un tableau sous forme de collage. Vous avez la représentation d'une photographie en noir et blanc, un portrait de Bacon. Vous avez la toile blanche ou la toile écrue qui apparaît à l'intérieur de la plage rouge, et puis un fragment de corps ici juxtaposé. Autre auteur très important pour Francis Bacon, Joseph Conrad, et en particulier ce roman qui est Heart of Darkness, dont vous connaissez forcément l'histoire, même si vous n'avez pas lu le livre de Joseph Conrad, puisque c'est ce roman qui sert de trame narrative à Apocalypse Now de Coppola. C'est l'histoire d'un bateau qui remonte un fleuve en Afrique et qui va de la civilisation, des grandes villes africaines coloniales, jusqu'au cœur de la forêt, où sévit un personnage qui s'est converti à la violence de tribus très primitives, qui, dans le roman de Conrad, comme dans le film de Coppola, est le personnage qu'il nomme Kurtz. Voilà une scène de la fin du roman, enfin du film de Coppola, qui montre le moment où ces soldats américains, remontant le fleuve, vont faire ce chemin qui conduit au cœur des ténèbres, c'est-à-dire jusqu'à la barbarie la plus primitive. Et voilà le tableau. Alors là, oui, le vert fluo, c'est pas du tout ça, mais voilà le tableau qui est inspiré par ce roman de Joseph Conrad à Francis Bacon. Le roman de Conrad est sans doute le premier roman anticolonialiste. C'est un roman qui dénonce au fond les outrances, les méfaits commis par la civilisation occidentale dans son extension coloniale. Et c'est quelque chose évidemment qui intéresse beaucoup Francis Bacon. Je vous l'ai dit, sa famille vit en Afrique du Sud. Il a eu l'occasion de voir dès les années 50 ce qu'était la destruction des cultures locales, en particulier sous l'effet du colonialisme. Et cette idée-là, il l'exprime dans ce triptyque de 1976, dont les personnages peuvent être rattachés directement au roman de Joseph Conrad. À gauche, une figure qui ressemble à certaines photos d'officiers nazis qui étaient dans l'atelier de Francis Bacon et qui peuvent devenir ce Kurtz, ce personnage barbare. Et à droite, peut-être une figure qui est quelqu'un que rencontre Francis Bacon en 1965, qui est Peter Beard. Peter Beard est un personnage qui est un photographe et un reporter qui, en 1965, rédige cet ouvrage qui s'appelle The End of the Game, la fin de partie, qui raconte l'histoire de la destruction des éléphants au Kenya, victimes du trafic d'ivoire. Évidemment, une autre façon de juger l'action coloniale en Afrique. Ce livre est signé par Peter Beard en 1965 à Londres, et lors d'une signature, on le sait, Francis Bacon va voir Peter Beard et lui parle de Joseph Conrad. Tout ce réseau d'influence conduit au tableau que vous avez vu au triptyque. Cette histoire du colonialisme, Bacon l'avait aussi découvert à travers une dénonciation qui en est une dénonciation les plus précoces. C'est l'Afrique fantôme, le texte que produit Michel Leiris après avoir participé à la grande épopée du voyage de 1931. Au centre du tableau, vous vous souvenez, il y avait un volatile qui pouvait évoquer cette figure qui appartient à la mythologie occidentale, qui est la figure de Prométhée. C'est sans doute ça le sujet central du panneau de Francis Bacon. Prométhée est celui qui a voulu égaler les dieux par les moyens de la technique. Vous vous souvenez que c'est lui qui donne le feu aux hommes, donc il va leur permettre de se développer du point de vue de la science, du point de vue de la technique. Et c'est un peu cette figure de l'Occident ivre de technique qui est dénoncée par Francis Bacon ou métaphorisée par son évocation. Ici, un tableau qui renvoie aussi à un épisode du roman de Conrad. Je vais aller assez vite. Si on va aller jusqu'au bout, d'ailleurs, il faut que je regarde l'heure. Je ne sais pas combien de temps. Et on a jusqu'à... Ah oui, si vous voulez. Hein, si vous voulez. Un personnage évidemment très important qui est Michel Leiris. Michel Leiris, une des grandes figures des lettres françaises
dès les années 30 finalement, quelqu'un qui participe à l'aventure surréaliste, très ami de l'ensemble des poètes et des peintres surréalistes, donc dès la fondation du mouvement, 1924. Un peu plus tard, qui va devenir un ami proche de Georges Bataille, lorsque Georges Bataille va faire dissidence du groupe surréaliste et fonder sa revue Document, on y reviendra. Quelqu'un qui était le premier, par exemple, à avoir écrit sur Alberto Giacometti. Quelqu'un, Michel Leiris, qui était aussi un ami personnel de Picasso. Donc, quelqu'un qui représentait pour Francis Bacon, au fond, toute la famille spirituelle et artistique à laquelle s'assimilait Francis Bacon. Quand on fait la somme du surréalisme, de Picasso et de Giacometti, on a à peu près toutes les figures auxquelles se réfère et dont veut se rapprocher Francis Bacon. Francis Bacon rencontre Michel Leiris en 1965 à Londres et Michel Leiris, de retour à Paris, le voilà ici représenté par Francis Bacon. De retour à Paris en 1965, Francis Bacon va adresser à Bacon son dernier ouvrage, qui est un ouvrage qui vient d'être republié en 1966, qui est la réédition de son Miroir de la tauromachie, sans doute le plus beau livre de Michel Leiris, une sorte de poème en prose, dans lequel Michel Leiris développe un parallèle entre l'artiste, qu'il soit poète ou peintre, et le toreros, le matador. Et il explique dans cet ouvrage comment, au fond, c'est la même chose que doit faire un torero et un grand artiste. Et cette chose qu'ils ont en commun, c'est, l'un et l'autre, de discipliner une forme qui est la forme de la sauvagerie la plus instinctive, la plus primitive, celle d'un taureau de 500 kilos totalement sauvage, et de faire entrer cette force-là dans la géométrie parfaite qui est celle de la chorégraphie à laquelle le torero soumet le taureau. Et cette idée-là d'une pratique artistique qui discipline la violence, les excès, l'irrationnel, pour lui donner une forme magnifiée et géométrique, c'est au fond, si vous avez les tableaux de Bacon en tête, exactement le projet artistique de Francis Bacon. Quelque temps après que Michel Leiris lui envoie son ouvrage, on voit apparaître dans l'œuvre de Francis Bacon un certain nombre de représentations de corrida. Il y en a un certain nombre. Et voilà l'ouvrage de Michel Leiris, qui va être réédité en 1990 et qui est le seul ouvrage pour lequel Francis Bacon acceptera de donner des illustrations. Il n'a illustré qu'un seul livre, c'est celui-là. Je passe. Voilà, elle vient tardivement, mais vous voyez ce dispositif dont je vous ai parlé à propos des représentations de Georges Dyer. C'est une sorte de réflexe peut-être inconscient, je pense pas. Un peintre n'est jamais inconscient. Pour lui, dès qu'il est question de représenter quelqu'un avec lequel il a une relation d'attraction sexuelle, il pense à ce tableau et à cette figure dont l'image vous est renvoyée par le miroir. Ici, Francis Bacon au milieu de Georges Dyer à gauche et de Lucian Freud, cet artiste avec lequel il a une grande amitié avant qu'il se brouille, évidemment. Une autre corrida. Oui, je peux vous dire ça aussi, si on a le temps. Vous avez peut-être vu dans certains tableaux de Francis Bacon, et moi je l'ai découvert au fil des visites de l'exposition. C'est en ça que les expositions, c'est fascinant, et c'est peut-être pour cela qu'on devrait écrire les catalogues après l'exposition, parce qu'on en apprend énormément par la confrontation directe et quotidienne, puisque je suis à peu près chaque jour dans l'exposition, avec ces tableaux. Or, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé assez vite, c'est ces jets de peinture, vous voyez. Il y a sur un certain nombre de tableaux de Bacon une peinture blanche qui semble avoir été jetée sur la toile, pas du tout apposée au pinceau, mais Bacon le dit dans une de ses interviews, il a le goût de projeter des petites boulettes de peinture blanche sur ces toiles. Je me dis, mais d'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devinez déjà. La première fois qu'il utilise cette technique-là, c'est à propos justement d'un portrait de Georges Dyer. Ils se rencontrent, je vous l'ai dit, dans l'atelier en 63, et en 64, pour la première fois, il représente Dyer et avec ce jet sur la figure.
On va voir ce jet également être apposé sur un certain nombre de sujets, pas n'importe lesquels, c'est jamais fortuit. En particulier, elle reviendra de façon récurrente sur ces figures. Ces figures, la source viendra plus tard, sont des figures qui sont inspirées, comme beaucoup de tableaux de Bacon, par un ouvrage photographique. Alors là, il en a fait vraiment son miel de celui-là. C'est un ouvrage de Muybridge. Muybridge est un photographe anglais de la fin du 19e siècle, qui est l'équivalent de notre Maré, c'est-à-dire un chronophotographe, un de ces photographes qui précèdent l'invention du cinéma et qui ont développé des techniques, des outils pour représenter le mouvement humain ou animal en décomposition, en décomposant tous les centièmes de seconde, par exemple, un geste ou un mouvement. Or, parmi les séries des sujets décomposés par Muybridge, il y a les lutteurs. Lutteurs, évidemment, que Bacon dont il va s'emparer et dont il va faire un tableau en 1954 qui va être un tableau qui va lui valoir un certain scandale. C'est un tableau qui représente ces lutteurs, mais qui ne sont plus des lutteurs, puisque Francis Bacon va les installer sur un lit. Et évidemment, ça devient tout autre chose. Mais l'allusion explicite à la sexualité est renforcée, vous le voyez, par ces projections systématiques sur ces figures de lutteurs. Il existe dans l'histoire de l'art quelqu'un qui s'est amusé avant Bacon à ce genre de métaphore plastique, c'est Marcel Duchamp, qui fait en 1946 ce qu'il appelle un paysage fautif. Il se trouve que ce paysage fautif, il l'offre à sa maîtresse, Maria Martins, une sculptrice d'Amérique du Sud. Or, un musée japonais fait l'acquisition de ce paysage fautif et se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et ils soumettent l'objet à une analyse dans un laboratoire et il ressort que c'est un éjaculat de Marcel Duchamp. Ce qui éclaire évidemment rétrospectivement ou par anticipation celui de Bacon, qui est beaucoup plus métaphorique. Autre figure littéraire capitale pour Francis Bacon, Georges Bataille. Avec Georges Bataille, évidemment, d'une certaine façon, la boucle se referme. Georges Bataille est un Nietzschéen total, j'allais dire tendance dionysiaque. C'est quelqu'un qui écrit sur l'érotisme, c'est quelqu'un qui écrit un ouvrage qui s'intitule « La littérature et le mal » et qui explique dans cet ouvrage qu'il n'est de bonne littérature que celle qui se nourrit du fond le plus obscur de la psyché humaine. C'est un personnage que ne pouvait que rencontrer, évidemment, Francis Bacon. Il se trouve que Georges Bataille est celui, en France, qui est le premier à reproduire dans un ouvrage une peinture de Francis Bacon. Et c'est en 1962, dans son dernier livre, Les larmes d'Eros, où il reproduit, c'est pas un hasard non plus, ce tableau dont je vous ai parlé, cette transposition par Francis Bacon des lutteurs de Muybridge, qu'il installe dans ce tableau donc de 54. Beaucoup d'affinités entre Bataille et Francis Bacon. L'intérêt évidemment pour la tragédie, pour le mythe, pour les sacrifices. Alors on en retrouve jusqu'à cette représentation à droite d'une photographie qui appartient à un ensemble de photographies qui n'ont cessé de fasciner Georges Bataille. Il écrit à plusieurs reprises et il décrit la fascination qu'exerce sur lui cet ensemble de photographies, qui sont des photographies prises dans la Chine encore impériale et qui documentent un supplice qui existait en Chine, qui est le supplice dit des 100 morceaux. C'est assez terrible. C'est un supplice qui consistait à gaver d'opium celui qu'on allait sacrifier et, une fois qu'il était dans un état totalement d'inconscience, de le découper véritablement en tranches fines. Les 100 morceaux, ce que vous voyez ici. Et ce qui fascinait Georges Bataille, c'était à la fois, évidemment, la violence de cette scène et en même temps le caractère extatique qu'il prêtait à la figure du supplicié. On n'est pas loin de ce fond poétique cher à Bacon également. Voilà une autre image de ces deux figures. Et voilà les fameuses images de Muybridge, dont vous voyez comment il décompose avec son appareil photo le mouvement. Et voilà ici un triptyque où les lutteurs sont présents.
Dans les panneaux latéraux, vous voyez des personnages qui semblent faire de la balançoire. En fait, c'est une transposition par Bacon d'une autre source puisée chez Muybridge, cette femme dans son hamac. Ici. Georges Bataille, c'est l'auteur d'une revue absolument déterminante pour ce qui est l'histoire de l'art moderne. À partir de 1929, c'est la revue Document, qui est une revue qui est constituée essentiellement d'ethnologues et dans laquelle Bataille va développer toute une série de fantasmatiques autour des notions de sacrifice, de sacré, etc. Toutes les notions qu'il emprunte aux ethnologues qui constituent le comité de rédaction de la revue. Il y aura dans la revue de Bataille un dictionnaire critique dans lequel Bataille va analyser un certain nombre de motifs, et en particulier celui de la bouche. Il demandera à des photographes surréalistes de réaliser des photographies pour illustrer ses écrits. Et voilà, à gauche, une des photographies publiées par la revue Document, et quelques temps plus tard, dans le fameux triptyque de 1944, une figure de Bacon qui a été rapprochée évidemment des écrits de Bataille. Voilà comment, dès les années 40, vous le voyez, j'allais dire, les gueules hurlantes de Bataille inspirent Bacon. Jusque d'ailleurs, probablement également toute la série des papes. Autre sujet illustré par Bataille dans sa revue Document, un article qu'il intitule « Abattoir », et pour lequel il demande à Élie Lothar, un autre photographe surréaliste, de réaliser des reportages aux abattoirs de la Villette. Ces images sont reproduites dans l'ouvrage, et évidemment, on sait que Bacon est quelqu'un qui est toujours fasciné par ces abattoirs, par ces boucheries. Vous avez lu sans doute une centaine de fois des phrases répétées, celles qui ont été prononcées par Bacon, qui disaient entre autres « Lorsque je vais dans une boucherie, je suis toujours étonné de ne pas me trouver pendu au crochet dans la chambre froide ». Et c'est vrai qu'il va se représenter, comme ici, avec des quartiers de viande. Il va en peindre un grand nombre, dont celui-ci. On voit également dans la revue de Georges Bataille un article qui est dès 1929 consacré à l'Apocalypse de Saint-Sever du IXe siècle. Et on a rapproché les figures qui sont les figures de l'Apocalypse, ces espèces de créatures, des monstres ailés, évidemment des personnages peints sous la forme des furies par Francis Bacon. Il fallait résumer en une seule image la pensée de Georges Bataille, c'est ce qu'il a essayé de faire d'ailleurs à la fin des années 30. Il invente une revue qui est la revue Acéphale, et il demande à son ami de longue date, André Masson, de réaliser l'effigie, la figure qui est la figure emblématique de cette revue. Et voilà ce que fait Masson. Vous le voyez, une figure qui est, comme son nom l'indique, acéphale, étêté, décapité. Ceci pour illustrer la philosophie de Bataille, qui est une philosophie qui s'est toujours méfiée, comme celle de Nietzsche, de tout ce qui pouvait ressembler à de l'idéalisme, de tout ce qui pouvait ressembler à de la pensée rationnelle, élevée, à la religion, à la mystique, mais même à la raison tout court. Ceci au nom d'une philosophie qui entend plutôt privilégier l'instinct jusqu'à sa forme la plus basse, qui entend libérer l'homme de la tutelle de sa tête, en gros, pour faire très court. Voilà par exemple ce que disait Bataille. Et voilà une figure qui semble être l'hommage de de Bacon à cette pensée de Bataille, avec une figure littéralement acéphale, et en même temps qui illustre parfaitement tout ce qu'est cet univers sensuel ou même érotique ou même pornographique qui est l'objet de la fascination constante de Francis Bacon. Une créature humaine qui est réduite, vous le voyez, à une fesse et à un sexe. Encore le triptyque. Ici, le dernier tableau réalisé et achevé par Francis Bacon. Certains continuent à penser qu'il est inachevé. Je pense qu'il est réellement achevé. Il le réalise en 1991, à un moment où il a une nouvelle inspiration du côté de la tauromachie. À la fin de sa vie, Francis Bacon vit de plus en plus en Espagne. Il a un
compagnon espagnol, mais ce n'est pas l'essentiel, je crois. Il est de plus en plus à Madrid et les conservateurs du musée du Prado relatent, après la mort de Bacon en particulier, qu'il était un des visiteurs les plus assidus et les plus matinaux du Prado, où évidemment il allait voir les artistes, et en particulier celui qui est son horizon artistique depuis le début de son œuvre, qui est Velázquez. Mais en Espagne, évidemment, Bacon lit la littérature espagnole et est inspiré dans un triptyque, et sans doute dans ce tableau également, par un poème de García Lorca, grand poète moderne espagnol, qui en particulier a conçu un poème qui relate la mort d'un torero dans l'arène au moment de la corrida. Et ce dernier tableau de Bacon est une sorte de résumé absolu de ce qu'est son œuvre, puisque vous voyez, le taureau renvoie évidemment au sacrifice. Il est à la fois cette forme instinctive, vitale par excellence, mais qui s'avance sur le lieu de sa mort. L'image est réduite à la dualité du blanc et du noir. Bacon a beaucoup parlé de ce principe de l'ombre qui n'est, disait-il, que... Enfin, l'ombre, c'est l'ombre de la vie. La mort, c'est l'ombre de la vie ou quelque chose comme ça. Il y a toujours ce dualisme qui est présent dans tous ces tableaux. On a vu déjà depuis les tableaux consacrés à la mort de Dyer à quel point l'ombre est importante. Ici, une représentation de ce qu'était l'atelier de Francis Bacon. Si ça vous intéresse, cet atelier a été reconstitué de façon méticuleuse par des archéologues qui l'ont transposé de son site originel à South Kensington à Londres jusqu'à Dublin, où il est aujourd'hui présenté au public. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, parce que là... Oui. Donc, un lien très inattendu... peu relevé par les historiens d'art entre Bacon et quelqu'un que l'on situe habituellement aux antipodes de Francis Bacon, c'est Marcel Duchamp. On vous l'a dit sans doute, Marcel Duchamp, c'est l'inventeur des urinoirs, c'est l'inventeur des ready-made, de ces objets scandaleux exposés dans les musées. Il passe pour être celui qui a liquidé la peinture au XXe siècle. Enfin, on entend beaucoup de choses un peu faciles à son propos. Bacon avait une autre conception de l'art de Marcel Duchamp, et je pense qu'il avait raison. Il découvre l'œuvre de Marcel Duchamp de façon exhaustive en 69, lorsque Arturo Schwartz publie le catalogue raisonné de l'œuvre de Marcel Duchamp. On sait que Bacon l'acquiert immédiatement et on va retrouver dans l'atelier un certain nombre de pages arrachées, maculées. On sait que Francis Bacon va beaucoup travailler à partir de Duchamp. Ça, c'est une terra incognita. Aujourd'hui encore, il y a peu d'études sur ce sujet-là. C'est aussi quelque chose qui, au fil des visites, moi, finit par m'aveugler. C'est quand même assez surprenant de voir ça. Vous savez que Marcel Duchamp est quelqu'un qui était fasciné, comme Bacon l'était, par la chronophotographie. Mais lui, c'était Jules-Étienne Marais, ce photographe qui est l'équivalent de Muybridge, qui a travaillé énormément sur cette décomposition du mouvement. Ça va donner le tableau sans doute le plus célèbre de Marcel Duchamp, Le nu descendant l'escalier, qui est une transposition de ces chronophotographies de Marais en 1912. Tableau qui va conférer à Marcel Duchamp une gloire, j'allais dire éternelle, lorsqu'il va être présenté en 1913 à l'Armory Show à New York, et va faire de lui l'artiste moderne par excellence. Autre surprise qui permet de justifier un rapprochement entre Bacon et Duchamp, c'est leur commune fascination pour la chair et sa représentation. On ne s'attend pas à ça spécialement avec Duchamp, mais quand on regarde de près, qu'on connaît un peu l'œuvre, on sait qu'en 1912 en particulier, il fait un voyage en Allemagne, il se rend à Munich, il s'arrête à Bâle, on le sait, longuement, et là il contemple, mais à la loupe, au microscope, les tableaux de Granach, dont il va s'inspirer pour réaliser sa peinture de gauche, La Mariée, où il cherche à reproduire, à coups de glacis et de travaux colorés extrêmement sophistiqués et précis, la carnation qui le fascine tant chez Granach. Or, s'il y a bien un artiste fasciné par la carnation à la période contemporaine, si on veut, c'est Francis Bacon. Autre rapprochement entre les deux sont des joueurs. Bacon ne cesse de le dire, et c'est ça qui le ramène
ou l'ancre dans le surréalisme. Il est tout à fait attentif au jeu du hasard. Il explique que ces tableaux sont construits de façon quasi aléatoire. Il ne sait pas où il va quand il commence à peindre un tableau. Il provoque même le hasard par des jets de matière sur sa toile, etc. Duchamp est un grand joueur aussi. Le jeu est presque un des leitmotifs à la fois de la vie et de l'œuvre de Duchamp. Les deux se retrouvent d'ailleurs sur les mêmes terrains de jeu, puisqu'on sait que Bacon a eu un atelier et a passé de longs moments à Monaco, où il allait flamber et dépenser des sommes colossales à la roulette, comme Duchamp l'avait fait, jusqu'à éditer, c'est une des œuvres de Marcel Duchamp, qui avait édité des obligations pour la roulette de Monte-Carlo. Voilà d'ailleurs Bacon à Monte-Carlo. Et puis il y a l'œuvre la plus importante de Marcel Duchamp, son œuvre monumentale qui est conservée à Philadelphie, le fameux Grand Verre. Pourquoi Bacon était-il fasciné par Duchamp? Plusieurs critiques lui posent la question, mais quel est le rapport? On ne comprend pas. Bacon, une fois de plus, est très précis en disant ce qu'il dit ici. C'est l'œuvre dans laquelle Duchamp est capable de porter le réalisme physiologique le plus précis à l'abstraction la plus radicale. Et c'est effectivement la figure de ce que Marcel Duchamp appelle la mariée, qui là est une photographie prise de la version de Richard Hamilton, qui est un grand artiste pop anglais, qui a fait une copie du Grand Verre, beaucoup plus, j'allais dire, abstraite que le Grand Verre lui-même, puisque vous voyez la partie supérieure du verre, normalement, est très, j'allais dire, charnelle. Dans la version de Philadelphie, et ici devient presque métallique. Et en tout cas, cette représentation d'un corps humain réduit à une espèce de contour de chair liquéfiée, c'est exactement ce qu'on retrouve de façon, alors là, presque obsédante chez Francis Bacon. Vous en avez une représentation ici, dans la partie basse. Vous en avez ici, vous en avez là, vous en avez à peu près partout. Ici, nouvelle représentation de Dyer, qui montre bien comment ce dispositif qu'on a vu chez Velázquez se reproduit jusqu'aux projections aussi de peinture blanche. La seule femme qui bénéficie de cette projection, c'est Isabelle Rawford, grande amie de Bacon, dont on apprend incidemment, dans une des interviews de Bacon, que c'est la seule femme avec laquelle il a eu un commerce charnel. Celui-là, on l'a vu. Oui, on a parlé du travail de Bacon de déformation des corps humains, mais je vous l'ai dit, vous l'avez vu maintenant suffisamment, il y a ce geste-là, mais il est contrebalancé ou complété par cette extraordinaire géométrie, en particulier des cages ou des portiques dans lesquels Bacon enferme ses figures. Et dans un tableau comme celui-là, vous voyez, il y a une référence directe à c'est pas un tableau, c'est une œuvre de Marcel Duchamp, où il réalise avec la précision d'un dessinateur industriel ces formes de polyèdres qui sont transposées ou qui font écho à ceux de Francis Bacon. Et puis, des objets directs de l'œuvre de Marcel Duchamp cités par Francis Bacon. Ici, vous voyez cette figure à droite avec cette porte, on la voit précisément ici, qui renvoie à une œuvre de Marcel Duchamp qui est la porte du 11 rue Larrey, qui est une porte qui amusait beaucoup Bacon, mais évidemment Duchamp avant. C'est une porte qui fermait et ouvrait en même temps. Elle était à l'articulation de deux espaces, et lorsqu'elle fermait un, elle ouvrait l'autre. Évidemment, ça paraît presque d'être ça ressemble fort à un gag, mais en même temps, c'est un gag qui résume presque la philosophie de Marcel Duchamp, qui était quelqu'un qui, là aussi, a eu des propos extrêmement fins et pas toujours compris, qui disait en particulier que l'ambition de son œuvre, c'était de réaliser ce qu'il appelait lui-même, il l'a qualifié ainsi, la co-intelligence des contraires. Et cette porte qui ouvre et ferme en même temps. Et c'est exactement, là aussi, ce que fait notre ami Francis Bacon tout au fil de son œuvre. Et puis, il y a des procédés techniques qu'il emprunte à Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, pour réaliser ce grand panneau destiné à la bibliothèque de Catherine Dyer, demande à un peintre d'enseigne de lui réaliser cette petite main qu'il délègue donc à quelqu'un d'autre.
Et on retrouve chez Francis Bacon un certain nombre d'artifices de cette façon-là. Il y a aussi un autre point de contact tout à fait inattendu. Vous savez que, que Marcel Duchamp prônait une forme de paresse. Il faisait l'éloge de la paresse. Et la paresse prenait pour lui souvent la forme de l'accumulation de poussière, et en particulier celle qu'il avait trouvée sur son grand verre, sur lequel il était en train de travailler, mais comme il était fatigué, il avait suspendu quelques mois la réalisation du grand verre, et lorsqu'il le retrouve, évidemment, il est plein de poussière, ça le fascine, et il demande à Man Ray de lui photographier ce grand verre qu'il qualifie d'élevage de poussière. Or, Francis Bacon, là aussi, utilise la poussière. La première fois dans ce tableau, qui n'est pas de 19 455, mais de 45 simplement, et qui est un tableau dans lequel Bacon voulait représenter un personnage vêtu d'une veste en tweed anglais. Et il n'arrivait pas à reproduire exactement la matière, et dès lors, il a ramassé sur le sol de son atelier de la poussière, et il l'a collé sur la toile. Et c'est quelque chose qu'il fait de façon assez récurrente, jusque dans ce tableau-là. Si vous le voyez, il est au Centre Pompidou actuellement, vous regarderez de près, vous verrez, le noir du taureau est pratiquement uniquement fait de poussière. Une nouvelle fois, Francis Bacon, comme Marcel Duchamp, dit certaines choses de façon très elliptique et en même temps très profonde. Lorsque là, on lui demande « mais pourquoi vous utilisez la poussière ?» Il répond « c'est la seule chose au monde qui soit éternelle ». Intéressant aussi. Et puis, vous le savez, vous l'avez vu, ce tableau le plus célèbre de Duchamp fait l'objet, en 72, d'une représentation de Francis Bacon, d'un personnage descendant un escalier. C'était un nu descendant l'escalier. Encore une fois, les motifs ne sont pas indifférents. Il y avait chez Marcel Duchamp une volonté érotique. Souvenez-vous que Marcel Duchamp, c'est aussi quelqu'un qui a dit « Je voudrais ajouter un isme aux ismes du XXe siècle, et ce serait l'érotisme ». L'érotisme, on le retrouve ici dans le choix de D'ailleurs, personnage, vous l'avez vu, très connoté par Francis Bacon. Et puis, je crois que je m'arrête là, parce que sinon, on va y passer la nuit. En tout cas, l'exposition est là jusqu'au 20, à Paris. Et en regardant les tableaux, vous verrez encore des tas d'autres choses. Merci pour votre attention. Et on a dit qu'on posait des questions, oui. Oui. Qui va oser poser des questions après ce brillantissime exposé? Oui, il faut oser. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Ils disparaissent comme disparaît Van Gogh, vous voyez. Ce sont des séquences, ça correspond à des besoins pour lui dans le parcours de l'œuvre. Ce qui est intéressant, c'est qu'après 71, on reviendra souvent sur les papes, ces intervieweurs, en lui disant, mais quand même, les papes. Et Bacon dit, alors là, j'ai un nombre de citations, mais alors là, on peut les accumuler, hein, il y en a au moins 10. Il dit, mais c'est une honte, j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû m'attaquer à un si beau tableau pour en faire des œuvres aussi moches. Et si j'avais vraiment pu, je les aurais tous détruits. Vous voyez ? On le laisse. Oui ? Non. Non, il ne l'a pas rejeté. Hein. Enfin, il l'a rejeté une fois. Et ça a suffi pour toute la carrière de Bacon. Bacon, vous l'avez vu, découvre en fait l'art moderne avec Picasso en 1929. Or, c'est le moment, je ne vous l'ai pas dit, où Picasso est le plus proche du surréalisme. Il y a un grand moment surréaliste de Picasso, c'est précisément autour de 29-30. Et Bacon le sait. Donc, il s'intéresse à Picasso, mais ça le conduit au surréalisme. Et ça conduit Francis Bacon à penser pendant un certain temps qu'il est surréaliste. Il le croit, lui. Et il apprend qu'en 1936 a lieu à Londres une exposition qui est l'exposition internationale du surréalisme organisée au Burlington Gallery par André Breton. Il demande aux deux commissaires anglais, Herbert Reed et je ne sais plus qui, ça me reviendra, de venir dans son atelier en disant « Voilà, venez voir, moi je suis surréaliste ». Et eux sortent de l'atelier de Bacon en disant « Non, pas assez ». Mais vous voyez, ça prouve qu'il a voulu. Si on lui avait ouvert les portes, il se serait affirmé et aurait été reconnu comme surréaliste, au fond. Alors après, bien sûr, lui n'a pas
forcément apprécié d'être rejeté. Donc lui-même, après, a nié tout lien avec le surréalisme. Mais en fond, le jeu du hasard, l'accident, l'espèce de cadavre exquis que constitue le tableau de 46, c'est presque du surréalisme. Mais le surréalisme va d'un seul côté. C'est là où le surréalisme, on ne va pas tout développer, mais le surréalisme était j'allais dire, branché en direct sur l'inconscient, sur le hasard, etc. Bacon, vous l'avez vu, c'est ça, plus la rigueur, surtout dans la partie de l'œuvre de maturité. Bon, Bien sûr, c'est ça. Bien sûr, absolument. Et il se présente comme une sorte de oui, je vais dire de montre religieuse. Généralement, il s'assimile assez peu avec les figures féminines, mais là, il y a quelque chose. Non, c'est le musée Picasso qui avait consacré une exposition à Bacon au sein du musée Picasso. bon, je vais quand même poser ma question. Je vais revenir aux compositions des œuvres, et c'est quelque chose qu'on a remarqué qui était répétitive, surtout après le décès de Dyer. C'est que malgré le fait qu'il y ait des corps qui sont déconstruits et décomposés dans une rétrospective parfaite, des fois tridimensionnaire, on retrouve des ampoules qui reviennent souvent, que ce soit... On en a vu des années 60 à la fin, 70, 80, souvent représentées en double. Peu de fois, on en a vu en une ampoule. Après, il y a les flèches aussi, c'est des choses qui sortent, qui se distinguent complètement, parce que est-ce que lui, il faisait exprès, surtout les flèches, pour orienter le regard à quelque chose de précis dans l'œuvre elle-même, ou c'était quelque chose qui sort de l'ordinaire dans cette décomposition dans l'œuvre? Après, les ampoules, c'est vrai que c'est un univers assez noir, donc est-ce que c'est pour lui une manière d'apporter une lumière à sa vie avec ça, mais ça se, en fait, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ampoules, et l'ampoule est, si vous vous souvenez de la photo qui montrait l'atelier de Francis Bacon, l'atelier était un minuscule atelier qui n'était éclairé que par une ampoule qui tombait du plafond. C'est tout. Donc c'est un motif, évidemment, qui était peut-être l'objet le plus important de cet atelier minuscule. Il était là tout le temps, c'est lui qui apportait la lumière. Enfin, on le retrouve logiquement dans la peinture de Bacon. Par contre, il y a un autre motif, moi, qui m'a encore plus, là aussi, pas eu le temps d'en parler, mais il y a trop de choses, trop de motifs qui apparaissent. Mais je ne sais pas si vous avez noté, peut-être encore plus que les ampoules, non, les interrupteurs. Or, les interrupteurs, là aussi, je me suis interrogé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ils représentent des interrupteurs? Eh bien, ils représentent des interrupteurs parce que c'est le même sens, à mon avis, que la porte de Marcel Duchamp. C'est l'objet par excellence qui exprime la compatibilité entre deux registres opposés. Switch, switch. C'est la lumière et l'ombre, c'est la vie et la mort, c'est une chose et son opposé, etc. Et c'est ça, d'où l'idée de la co-intelligence des contraires. Et ça renvoie vraiment, là, pour le coup, à la philosophie de Francis Bacon, qui est la philosophie antique dont on parlait. Héraclite, c'est le peintre, enfin, c'est le philosophe qui dit le conflit est père de toute chose. Toute sa pensée est une pensée de l'opposition, de la contradiction. Et l'interrupteur, je pense, résume ça. C'est l'image de la pensée, de la philosophie, de la conciliation des opposés. La conciliation, principe qu'on va retrouver dans l'histoire de la philosophie avec Nicolas de Cuse et des choses comme ça, mais bien plus tard. Bien sûr, il y en a une dans l'exposition. L'atelier de Bacon, oui. Oui, oui. Il est là il est dans l'exposition du Centre Pompidou, oui, absolument. 1986. Il y a une proximité. Hein. Il était fasciné pour Giacometti. Il y a quelques mois une exposition à la Fondation Beyeler à Bâle qui rapprochait les deux. Ce qui était vraiment les deux points de contact objectifs entre les deux, possiblement, parce que ça, il faudrait le vérifier vraiment, l'impact des cages de Giacometti, vous voyez, la boule suspendue, les choses comme ça,
le palais, enfin, des structures tubulaires qui enferment des figures. Peut-être un point. Le second, c'est la personnalité de Isabelle Lambert. Isabelle Lambert est la maîtresse de Giacometti de 1930 à 1935. Elle le connaît bien. Elle devient l'amie intime de Bacon. Et c'est elle aussi qui fait le lien. C'est vrai que... vous avez dit que Par contre, il y a des points. Bonjour. Vous avez dit que les peintures de Bacon s'adoucissaient après la mort de son compagnon, d'ailleurs. Oui. Dans quel Oui. sens? Je n'ai pas très bien Alors, il suffit saisi, de regarder... ouais, j'en ai pas là. Je crois pas l'avoir en stock comme image. Il suffit de regarder comment il représente ses amants avant et après 71, après d'ailleurs. Et ça vient... Alors là, c'est peut-être de la psychanalyse à 3 francs, mais quand même... Bacon, sans doute, a développé une érotique qui est liée à sa relation avec son père. Son père, je vous l'ai dit, officier de l'armée anglaise, qui très vite, quand même, trouve que l'inclinaison sexuelle de son fils n'est pas conforme à ce qu'il voudrait. Il aimerait bien un mec un peu plus viril, en gros. Et ça va conduire le père de Bacon à demander à des palefreniers de le corriger. Bacon développe cette fantasmatique, sans doute, d'une relation amoureuse qui est celui de la passion qu'il a pour son père. C'est son père, mais en plus, c'est un homme. Et en plus, il l'impressionne énormément. Et en même temps, il lui inflige des corrections. Il va développer un truc un peu bizarre, me semble-t-il. Ce qui fait que Bacon va rechercher longtemps des figures de substitution. Sa première véritable histoire d'amour, une histoire, mais vraiment terriblement intense, elle se développera avec un personnage qui s'appelle Peter Lassie et qui est un ancien pilote de la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale, pilote de Spitfire, qui va devenir, après la guerre, un personnage très troublé. La guerre, effectivement, aura atteint son système nerveux. Il sera un grand buveur, un alcoolique. Il viendra d'ailleurs à Tanger jouer dans les bars, etc., à la fin de sa vie. Et Bacon va être fasciné par ce personnage. Et on sait que régulièrement, il infligeait à Bacon des corrections mémorables, lui cassant toutes les dents, massacrant son atelier. Enfin, et Bacon, néanmoins, était très épris par ce type qui va, et là aussi c'est intéressant, mourir le jour de la première rétrospective de Bacon en 1962 à la Tate. Jour du vernissage, il apprend que ce type qu'il aime vraiment meurt. 71 nouvelles et rétrospectives, à nouveau, hein, vous voyez, c'est juste une anecdote, mais voilà. Et quand il rencontre Georges Dyer, il pense que c'est le même type de personnage. Il le voit dans son atelier. Georges Dyer est un malfrat anglais. Bacon dit, et c'est vrai, il a passé plus de temps en prison qu'à l'extérieur. C'est un ancien boxeur. Il croit que c'est un dur. Il est fasciné par lui. Et puis, au fil du temps, il va découvrir que c'est un être extrêmement fragile, sensible, très sensible. Et le jeu va se retourner et Bacon va devenir son persécuteur. Et c'est, au fond, ça qui va conduire au décès de Dyer. D'où la culpabilité de Bacon qui va prendre la forme des Érénies. Ce qu'elles poursuivent, c'est lui. Il le sait. Non. Même pas lui, d'ailleurs. Enfin, moi, non. Dans les biographies et autres, on n'en parle presque pas, non. Visiblement, le père était le personnage. Est-ce que pour terminer cette belle conférence, je peux poser une question un peu plus terre à terre? Oui. À quelle période le milieu de l'art a vraiment commencé à reconnaître l'importance de l'œuvre de Bacon? De façon assez tôt ou plus tardive ou... Ça a été problématique. Hein. Parce que c'est une œuvre quand même dérangeante et très... Et plus que dérangeant, indépendamment du sujet, sa nature même la rendait indigeste à l'histoire de l'art moderne. Bacon, vous l'avez vu, 1944, fait son premier triptyque. Il va donc se développer dans les années 40 comme artiste, avec une peinture qui est une peinture résolument figurative. Or, à partir de 45-47, triptyque de Pollock, l'histoire de l'art n'a plus qu'une aune, n'a plus qu'un système de référence, c'est celui de la grande peinture abstraite, et généralement celle qui se produit à New York. Donc, un Anglais qui reste figuratif, c'est un vrai problème. Donc, il va lui falloir beaucoup de temps. Il ramera contre le courant, absolument. D'autre part,
vous l'avez peut-être vu dans l'exposition ou dans les expositions Bacon que vous avez pu voir, tous les tableaux de Bacon sont encadrés avec une baguette dorée clinquante. Très tôt, il décide que tous ces tableaux, très tôt, tous les tableaux doivent passer chez son encadreur qui habite à côté de chez lui, qui lui fait un cadre très épais qui en serre un verre. Imaginez ce qu'était pour un conservateur ou un critique d'art moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui vit au fil des avant-gardes de l'époque, de voir débouler une peinture figurative encadrée dans un cadre doré. Donc ça a été long, effectivement. Il a une rétrospective à Londres parce qu'il avait la coquetterie de dire que les Anglais ne le comprenaient pas. C'est peut-être vrai, mais pas exactement. Il a une première rétrospective à la Tate, je vous l'ai dit, en 62, et il le dira, et ça c'est vrai, c'est à Paris qu'il voulait être reconnu parce qu'il savait que là, il était compris. Seulement là. Parce que toutes les figures de référence littéraires et artistiques dont on a parlé, elles étaient parisiennes. Donc il se dit, là, on va me comprendre. Et c'est pour ça que quand l'exposition de 71 arrive, c'est pour lui la consécration, et de fait, ça a lieu. À partir de ce moment-là, ça y est, sa place est établie au niveau international. Mais il n'est pas tout jeune, il a plus de 60 ans à l'époque. Écoutez, merci beaucoup parce que c'était absolument formidable et passionnant. Merci.